Plus qu'une fac, saison 2, des voix étudiantes sur des choses importantes. Aujourd'hui doctorante en psychologie, Élodie a commencé ses études dans un contexte particulier, celui d'une cellule de quelques mètres carrés où il fallait négocier avec une codétenue pour baisser le son de la télévision. Elle a accepté de nous raconter ce que c'est de faire une licence dans cette micro-société qu'est la prison. C'est une histoire de bouffée d'oxygène, tout de suite, dans Plus qu'une fac. La première année où je suis incarcérée, je ne fais pas d'études. Quand tu es incarcéré en tant que prévenu, c'est un statut un peu particulier parce que tu vas être en maison d'arrêt, donc tu n'es pas condamné, tu n'as pas encore eu ton procès, donc tu es vraiment dans cette période d'attente et d'incertitude. Il y a dans cette période des personnes qui font des demandes de libération, etc. Moi, je n'en ai jamais fait. Je savais pourquoi j'étais là et j'estimais que ma place à ce moment-là était en prison. La première année, elle est très fatigante. Tu découvres déjà l'univers carcéral, tu es aussi confronté à ce qu'on appelle le choc carcéral. Tout le monde vit le choc carcéral différemment. Il y en a qui peuvent être dans un état justement de sidération, d'autres qui vont être beaucoup dans le fait de faire passer ce temps rapidement, par exemple en prenant des médicaments. Moi, je me souviens plus tellement de ce choc carcéral, hormis que j'étais très fatiguée et que j'arrivais même pas à lire, à me concentrer, c'était très compliqué. T'es à deux aussi dans une cellule de 9 mètres carrés. Donc forcément, t'es pas dans un environnement propice où tu te dis pas tout de suite je vais faire des études ou je vais reprendre des études. L'idée, c'était quand même de sortir de la cellule parce que quand t'es justement incarcéré du côté des prévenus, t'as aucune liberté, t'as une personne, une surveillante qui va venir ouvrir et fermer la porte de ta cellule pour des moments bien précis. On vient t'ouvrir, on vient te distribuer un repas. Tu as une heure précise pour aller en promenade. Et puis ensuite, tu peux avoir quelques activités, par exemple aller au sport, où il y a parfois des événements extérieurs qui sont organisés dans la prison. Et dans ce cas-là, on vient t'ouvrir ta porte et tu sors. Mais la majorité de ton temps, tu la passes dans ta cellule en cohabitation avec une personne que tu connais pas. Et donc, il faut aussi jongler avec cette personne-là pour faire que cette cohabitation se passe bien. Quand j'ai commencé mes études, je n'imaginais pas forcément passer une licence. Je me disais, je fais des études surtout pour occuper mon temps, pour ne pas être inactive, parce que c'est aussi valorisé, évidemment, de faire des études en milieu carcéral. Il y a plusieurs niveaux, en fait. Tu as des personnes qui apprennent à lire, à écrire. Tu as des personnes qui passent le bac. Puis tu en as d'autres qui font des études supérieures quand elles ont déjà le bac, justement, ce qui était mon cas. Et j'avais pas d'objectif particulier, hormis occuper mon temps, au départ. Alors, on a un panel de choix, mais on n'en a pas non plus tant que ça. Et moi, j'hésitais entre la sociologie et la psychologie. Ça fait un peu cliché, mais n'empêche que ça s'est passé comme ça. C'est aussi parce que moi, j'avais vécu des choses avant la prison que je me suis tournée vers la psychologie en me disant, je suis pas d'accord forcément avec ce qu'on a dit de moi. Je suis pas d'accord avec la compréhension que eux ils ont de ma personne ou en tout cas de l'aspect psychologisant qui avait pu être fait de la situation, etc. Et je me suis dit, moi, je vais aussi finalement me tourner vers cette discipline pour comprendre par moi-même, peut-être avoir davantage de billes en fait pour justement analyser la situation et être en capacité de converser, de répondre à ces personnes qui ont des avis très tranchés sur ce que j'ai fait, sur ce que je suis, sur mon existence. C'est en tout cas l'entrée dans la psycho sans attente particulière autre que comprendre comment eux ils pensent pour m'analyser moi. L'écrit en prison, on l'utilise tout le temps en fait. Dès que tu veux aller chez le médecin, dès que tu veux faire une demande en particulière, dès que tu veux aller au greffe consulter en fait ton dossier judiciaire, tu dois faire une demande écrite. Donc tout passe par l'écrit en prison. Ce qui fait que t'as déjà toute une partie en fait de la population carcérale qui est défavorisée, notamment
toutes les personnes qui justement savent pas lire ni écrire, ou les personnes qui maîtrisent pas bien le français, c'est des personnes qui vont être encore plus défavorisées dans ce milieu-là, parce que ne serait-ce que pour aller voir le médecin, elles doivent faire un mot écrit. Pour demander une bouilloire, il faut faire un mot écrit. Vraiment, ça passe pas par la surveillante. Tu vas pas dire à la surveillante je veux ci ou je veux ça. Non, écrivez. Et puis après, tu as un délai de réponse plus ou moins long en fonction de ce que tu demandes. Tu as une partie des femmes qui deviennent dépendantes en fait de celles qui savent lire et écrire. Tu as des surveillantes aussi qui vont faire les mots, qui vont aider les détenues quand elles sont en difficulté. Mais tu as aussi toutes les personnes qui veulent écrire à leur avocat, qui veulent écrire à leur famille, qui vont solliciter en fait celles qui savent justement écrire pour écrire leurs lettres, pour faire leurs demandes. Quand tu écris à leur avocat, elle te donne parfois des informations confidentielles. Quand tu écris à leur famille, t'en sais un peu plus sur elle. Enfin, ça fragilise en fait de devoir dépendre d'autres personnes, surtout dans un milieu de privation de liberté où t'es déjà rien. Parce qu'il faut vraiment se mettre en tête qu'en prison, tu n'es rien. Il y a pas de... T'es rien. C'est difficile de garder la tête haute en prison, en fait, parce que vraiment, t'es une personne à qui on vient ouvrir la porte de la cellule, qu'on sort de sa cellule, qui descend avec tout le monde, qu'on fout dans une cour en terre et qui fait le tour pendant 1 heure, et après tu remontes, on te referme ta porte. Enfin, tu n'es rien. On te fait bien comprendre que tu n'es rien. J'ai un certain nombre d'avantages sociaux de base. Je suis blanche, j'ai le bac. J'avais la possibilité de faire des études supérieures, donc on peut se dire qu'au départ, j'ai plus de chances que les autres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en rentrant en milieu carcéral, j'avais un certain nombre de possibilités déjà par rapport à une fille qui rentre, qui est justement étrangère, qui maîtrise pas bien la langue et qui, elle, va devoir commencer par les bases, pour ensuite, peu à peu, monter. Je fais un aparté, mais t'as des filles justement qui sont extrêmement impressionnantes parce qu'elles rentrent en prison, elles apprennent hyper bien à lire, à écrire, puis ensuite elles passent le bac et après elles font des études supérieures. Enfin, t'as vraiment comme ça des ascensions par les études qui sont fulgurantes et très impressionnantes aussi. On va dire que pour ma part, je me perçois un peu comme privilégiée entre guillemets, dans le sens où j'arrive avec quand même certaines aptitudes pour faire cette reprise d'études. C'est assez simple pour moi dans la mise en œuvre. Je vais rencontrer du soutien particulièrement de la part de certaines surveillantes qui vont beaucoup m'encourager dans cette voie et qui vont même s'investir de manière personnelle finalement en me rapportant des livres, en conversant avec moi autour de mes études. Je vais avoir un réel soutien aussi au niveau justement des personnes qui sont là pour s'occuper de toute la scolarité en fait, qui nous suivent en fait en prison. Puis il y a pas tant que ça de filles qui font des études, notamment côté prévenu, puisque en fait t'es pas supposé rester là longtemps quand t'es en prévenu. Le truc c'est que aujourd'hui, avant d'être jugé, t'as vraiment un temps d'attente qui est assez long. C'est quand même un nombre restreint de personnes qui vont faire des études à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que on va avoir aussi de l'attention, on va avoir du temps pour nous, que ce soit du côté de la scolarité, mais aussi justement du personnel de l'université Rennes 2, parce qu'ils vont s'investir aussi pour les filles. T'as une bibliothécaire qui va chercher, par exemple, tous les livres dont les filles vont avoir besoin, à qui tu vas pouvoir faire une liste de livres, qui va te les ramener, qui peut t'imprimer des documents en lien avec tes études. T'as aussi la personne qui s'occupe de l'enseignement à distance, qui est très présente. Elles viennent à 2 généralement. Ce moment d'échange, en fait, avec des personnes extérieures à la prison, qui sont de l'université, ça fait vraiment une ouverture, en fait, parce qu'elles connaissent pas ton histoire, elles sont pas là pour te juger, et elles viennent vraiment t'apporter de la ressource, en fait. Et te nourrir. T'as pas Internet en prison. Donc, toute démarche devient effectivement plus complexe. C'est pas comme si tu pouvais aller sur Google et taper le truc dont t'as besoin. Non, là, tout passe par un tiers. Donc, avoir cette personne qui, justement, prend en considération ta demande, se démène pour te ramener tes bouquins, qui imprime tes papiers, t'es trop content, en fait. À ce moment-là, t'as plus du tout la même perception du monde et du matériel quand t'es en prison. Et dans ce contexte-là, avoir des personnes de l'extérieur qui viennent t'apporter de la ressource, qui viennent te donner des livres, qui font ces recherches pour toi, alors que toi, t'es complètement empêché, c'est vraiment une bouffée d'oxygène.
t'as une sorte de grande salle de cours, un peu mi-bibliothèque, mi-salle de cours avec des tables, des chaises, des ordinateurs. Mais sur les ordinateurs, tu peux pas faire autre chose que du traitement de texte très basique, puisque t'as pas le droit d'aller sur Internet. T'as des livres, mais souvent c'est des livres, t'as pas toujours des livres actualisés, t'as pas toujours des livres qui correspondent à ce que tu recherches, t'as pas toujours des livres en lien avec ta discipline. Tu peux aussi échanger avec les autres étudiantes à ce moment-là. C'est des cours par correspondance, en fait. Bon, par exemple, pour prendre la psychologie, tu vas avoir des imprimés sur la matière spécifiquement où t'en es, psychologie cognitive, psychologie du développement, psychologie sociale, t'as tous les thèmes et tu te reçois des gros pavés et tu te dis waouh, je vais jamais y arriver parce que c'est un jargon à chaque fois que tu rentres dans une discipline. Et évidemment, la psychologie aussi a son jargon, donc forcément, le fait de pas avoir de cours en présentiel est un moins. T'es seul face à ton manuel. Tu dois décrypter par toi-même le sens de ces mots que tu connais pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir de la ressource, justement, notamment ces personnes qui viennent de l'université, qui parfois aussi font le lien avec les profs pour aller poser des questions. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment super. Ça m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois de demander un éclaircissement ou de demander quelque chose à un prof par le biais des personnes de l'enseignement à distance et d'avoir une réponse. C'est très valorisant pour toi en tant que détenu, en fait, de tout à coup d'avoir quelqu'un qui est prof, qui est enseignant dans une discipline où toi tu te dis waouh, c'est un peu j'arriverai jamais à ce niveau, et qui tout à coup prend le temps de te faire une réponse en plus très courtoise. C'est quelque chose qui fait du bien au moral et qui te sort en fait de ton statut de détenu. Tu es plus seulement détenu, tu viens de détenue étudiante. C'est un statut encore différent. J'ai eu du tutorat, oui, avec une étudiante en psychologie qui est venue m'expliquer des notions, qui est venue faire des exercices avec moi. Ça aussi, c'est un moment très plaisant, en fait, d'avoir une personne qui est étudiante et te dira, il y a vraiment des gens super chouettes qui sont là, en fait, pour les détenus. On n'est pas complètement oubliés, on n'est pas complètement abandonnés. Il y a des gens qui ont envie de faire ça, qui ont envie de passer du temps avec nous, de prendre le temps de nous transmettre leurs connaissances, de nous expliquer, de nous aider, en fait, à réussir nos études. À partir du moment où tu as tes manuels, après, toi, tu t'es en cellule et c'est toi qui gères ton temps et qui gère, en fait, ton travail. Oui, il y a des temps dédiés pour aller à la scolarité, mais en soi, c'est à toi de faire ce travail, de lire ton manuel, de faire les exercices. Tu n'auras pas forcément de personne qui sera expert dans ta discipline sur place, donc c'est à toi aussi de faire le travail par toi-même. Surtout, tu as beaucoup de lectures, en fait. Donc c'est peut-être ça qui est un peu plus compliqué, notamment, comme je te dis, dans la partie prévenue, où tu es à 2 en cellule, il faut que la cohabitation se passe bien et que tu puisses aménager ton temps de manière à pas embêter ton co-détenu, en fait. Il a peut-être envie de regarder la télé pour passer le temps, et c'est bien compréhensible. Le temps, quand t'es incarcéré, c'est très très long et c'est très étrange, c'est très distendu, et puis t'es très fatigué. On se dit que on se repose, mais non, on se repose pas. C'est épuisant, la vie carcérale. T'es dans un espace réduit avec une autre personne. T'as des barreaux aux fenêtres. T'es dépendant d'une personne qui va venir t'ouvrir la porte. Tous les jours se répètent inlassablement. Enfin, voilà, tous les jours à 12h30, t'as ton repas. À 16h, t'as une promenade d'une demi-heure dans la cour. Tu rentres, ensuite ça recommence. Et tous les jours sont pareils, en fait. Et le week-end est très long parce que le week-end, en général, il n'y a pas d'activité. Donc c'est à toi, en fait, vraiment de te dire, il faut que je prenne mon temps en main et que je lise mes manuels et que je m'y mette. Puisqu'il y a des examens, c'est peut-être le seul objectif qu'on a, de se dire, on a des examens à passer pour valider la première année de licence, la deuxième année de licence, etc. C'est des examens sur table. On est toutes disciplines confondues. T'as ton sujet, puis tu dois répondre sur table à ton examen, comme dans un contexte normal, entre guillemets, enfin un contexte de contrôle, en tout cas, classique. Je me souviens, il y avait des dossiers à faire qui n'étaient pas forcément réalisables. C'est là où tu as de la ressource extérieure, de la bibliothécaire qui va venir t'apporter des documents. Mais l'accès aux ordinateurs, il reste assez restreint. Donc, y a certains trucs qui sont aménagés dans ces conditions-là parce que tu peux pas, tout simplement, t'as pas la ressource matérielle pour le faire.
Quand tu arrives en milieu carcéral, on va te donner un livret. C'est une sorte de petit cahier en fait pour te dire voilà ce qui va se passer, voilà où vont aller tes affaires, voilà où seront les casiers, le greffe, etc. Un peu tous les endroits stratégiques de la prison. Et dans ce petit livret du prisonnier, tu as une information importante qui moi m'étonne beaucoup. La délation est encouragée. Enfin, moi, personnellement, ça m'avait fait un petit choc où je m'étais dit, ah d'accord, ok, c'est... il y a l'idée quand même dans la prison d'être dans une rédemption, d'être en tout cas dans l'idée de réfléchir à tes actes, à tes fautes, à tes péchés. Et là, t'as un cahier qui te dit, en fait, vous pouvez faire baisser votre peine si vous nous donnez des informations sur l'histoire des autres personnes. Et tout de suite, ça te met une sorte de nouveau filtre en fait sur la prison et tu te dis ah ouais, ça va être un endroit vraiment très particulier, la prison. Dans la psycho, t'as plein de domaines. Le domaine qui m'a le plus attiré d'emblée, c'est la psychologie sociale. C'est l'idée de comprendre en fait comment les groupes fonctionnent, comment les individus s'influencent les uns les autres dans des contextes sociaux, etc. Toutes ces notions qui sont peut-être plus familières aujourd'hui, je sais pas, le conformisme, la soumission à l'autorité, c'était des notions qui m'étaient inconnues. Tu vas aussi observer finalement les gens avec ce nouvel apport. Ça t'aide à prendre du recul en fait. Et c'est assez intéressant de voir comment les filles vont se conformer dans certaines situations ou comment il va y avoir par exemple un leader qui va émerger et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là. Je te prends des exemples un peu bateaux, mais en tout cas ça, tout à coup, dans le contexte carcéral, tu te mets à mettre des mots sur des choses que tu penses qui ont jamais été définies, que toi tu penses comme ça un peu sans connaissance en fait. Je commence à pouvoir beaucoup mieux comprendre comment fonctionne cette mini-société carcérale avec ce système hiérarchique, ces différentes strates d'autorité. Ça te permet de voir que c'est des choses qui peuvent être généralisables, qui sont des constructions tout à coup que tu peux nommer. Ça m'a permis de mieux comprendre cette mini-société qu'est la prison et aussi de commencer à mieux comprendre certaines choses dans la société de manière plus globale. Quand j'étais sur le point de sortir, j'avais quasiment fait toute ma peine. Donc j'aurais pu demander une libération anticipée, mais je l'ai pas fait. Et je me suis dit, je vais finir ma 2e année de licence en prison parce que sinon je la ferai pas. Et je me dis avec le recul, quand même, être resté en prison pour finir son année d'études, c'est un peu particulier, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et à la sortie, c'est préparé avec une SPIP, des sortes d'assistantes sociales des détenus. C'est très difficile pour les SPIP de trouver des logements et surtout de trouver des logements de façon rapide. Il y a des filles, elles sortent, en fait, elles sont, elles se retrouvent avec leur baluchon, quoi, et ciao. Enfin, moi, par exemple, si j'avais pas eu ma famille, je me serais retrouvée à la rue. J'avais rien projeté, en fait, donc j'avais pas spécialement d'objectif. Je venais de finir ma 2e année de licence et je me suis dit, pourquoi ne pas continuer ? Et c'est dans ce contexte-là que je me suis réinscrite à l'université Rennes 2 et que j'ai pu continuer mes études à l'université. Plus qu'une fac, c'est un podcast de l'université Rennes 2, réalisé par le service communication, enregistré à Radio Syllab, notre partenaire. Dans le prochain épisode, Élodie nous parlera de sa sortie et de sa reconstruction, dans laquelle ses études ont joué un grand rôle. Abonnez-vous pour ne pas le manquer.